Tout ce qui court, vole, nage, rampe, bondit, tout ce qui aime, souffre, combat, a toujours été pour Maurice Genevoix matière d'observation et source d'inspiration. Observation patiente, précise, rigoureuse, passionnée, qui ne cesse d'alimenter une œuvre où l'on sent l'homme, sa mesure, qui ne répond à aucune avarice de l'âme, aucune sécheresse, mais, me semble-t-il, au souci de tout considérer avec cette franchise de regard qui est celle de l'honnête homme. Sa parole a une semblable franchise, qui s'accorde aux lueurs sourdes de Rabelais, qui obtint, rappelons-le, en 1925 le Goncourt, autant qu'à l'élégance, qu'à la limpidité de Val-de-Loire de ses contes pour enfants, par exemple, Les Deux Lutins ou L'Hirondelle qui fit le printemps, laquelle vient d'être l'objet d'une réédition illustrée par Gerda Müller. Nous ne pouvons pas ici, et je le regrette, embrasser une œuvre telle que celle de Maurice Genevoix, mais il convient de mettre l'accent sur sa résonance chez les petits comme chez les grands. Tels romans écrits pour les adultes ont pu, moyennant quelques coupures, entrer dans une collection pour la jeunesse. Et je peux vous assurer qu'à la lecture de ces contes, j'ai pris un plaisir extrême. Monsieur le secrétaire perpétuel, écrire pour les enfants, est-ce pour vous l'occasion d'un retour à votre propre enfance, ou bien souci d'apporter aux jeunes le rêve et un goût pour la nature à laquelle vous êtes très attaché? Écoutez, là, vous me sollicitez, vous me poussez à répondre, vraiment à élucider une question très complexe. Mettons que tous ces facteurs-là interviennent dans une certaine mesure. Et puis l'occasion, et puis le moment où, de la vie, un tournant où on arrive, ou une filleule gentille qui surgit dans vos journées quotidiennes. Et alors ce jour-là, un jour on lui raconte une histoire, on voit cet enfant réagir, s'enthousiasmer, et on est touché, et puis on remet ça, et ça fait un livre pour les enfants. D'autre part, il y a aussi peut-être en effet ce désir de retourner vers sa propre enfance, de se prouver à soi-même que le fil n'est pas tout à fait brisé, ou alors qu'il est possible de le renouer. Enfin, il y a toutes sortes d'éléments de cet ordre-là qui jouent. Vous savez, il ne faut pas se demander tant de choses que ça et se poser tant de questions. Il faut se prendre comme on est et comme ça vient. Et cette enfance remonte en vous assez souvent. Je pensais, parce que nous avons eu une conversation avant d'enregistrer, je pensais à Eugène Ionesco tout à l'heure, lorsque vous me disiez que vous aviez des souvenirs très très précis de l'enfance. Et lui dit que plus il avance dans la vie, plus ses souvenirs s'effacent. Ah, je crois que là, il faut distinguer, n'est-ce pas? Les souvenirs récents s'effacent. Quand j'étais étudiant en lettres, il y a longtemps, vous savez, eh bien, à ce moment-là, on nous enseignait une certaine loi en philosophie, une certaine loi dite loi de régression ou loi de Ribot, selon laquelle ce sont les souvenirs les plus lointains qui surgissent, qui émergent et qui persistent, alors que les souvenirs plus récents s'effacent. Je crois que c'est vrai, d'ailleurs, on expliquait ça autant, vous savez, d'un certain scientisme, par des raisons physiologiques. Enfin, ça nous entraînerait trop loin. Mais je crois que c'est vrai. Et empiriquement, c'est une loi que je vérifie moi-même. Il est évident que, à mesure que je prends de l'âge, et maintenant, hélas, c'est comme ça, on n'y peut rien, eh bien, ces souvenirs d'enfance reprennent une vivacité, une présence extraordinaire, et il est sûr, alors que je suis ramené de plus en plus vers cette enfance, au point que, lorsqu'il m'arrive d'écrire, sans penser que j'écris pour des enfants, d'ailleurs, c'est le seul moyen d'écrire convenablement pour eux, parce qu'à partir du moment où on prend une attitude, comme quelqu'un devant un écran de la télévision, n'est-ce pas, qui n'a pas encore rejoint le stade du naturel, et qui est faux, et qui pose, et qui prend une attitude, eh bien, combien de fois, dans des ouvrages destinés à l'enfance, on sent cette espèce de gain d'âge intérieur, cette espèce de raideur, d'attitude prise, on bêtifie, on devient gnangnan, on devient ultra puéril et pratiquement ridicule, et par conséquent, on rate, ça, c'est sûr. Il ne faut pas songer à écrire pour l'enfance. Mais actuellement, lorsque j'écris, malgré moi, n'est-ce pas, je suis non pas infesté d'enfance, mais au contraire, tout, je crois, enfin c'est immodeste, mais tout éclairé d'enfance, tout réchauffé d'enfance. Et cette hirondelle qui fit le printemps avait été éditée en 1941. C'est-à-dire que Flammarion a pris occasion d'une édition illustrée. Là, je voudrais dire un mot d'illustratrice.
parce que j'ai tout à fait le sentiment qu'elle est apte à rejoindre les enfants. C'est une femme jeune, je crois qu'elle est maman de 2 petites filles, et je suis sûr qu'elle les aime, bien entendu, c'est naturel, mais enfin qu'elle les aime intelligemment, qu'elle les aime comme une maman qui n'est pas oublieuse de sa propre enfance. Et alors, à cause de cela, j'en suis persuadé, son illustration, son commentaire plastique est très près de l'enfance. En tout cas, pour ma part, je trouve qu'il ne m'a pas trahi, il ajoute, c'est autre chose, mais c'est vraiment adapté à l'enfance. Et cela, mon Dieu, j'en suis très content et j'ai l'occasion de le lui dire, mon plaisir, enfin de le lui dire publiquement, je le lui dis sans compliment aucun. Je crois que c'est vrai. Que pensez-vous de cette soi-disant évolution, de cette théorie selon laquelle il faut faire du scientisme à tout prix? Et quand je dis scientisme, je ne pense pas du tout à la science-fiction, mais à la vulgarisation. Oui, alors là, j'ai dit c'est une formule haïssable, mais c'est moi qui réponds quand même, qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, il me semble que c'est tout à fait fâcheux, parce que dans la mesure où on les tire vers cela, vous comprenez, où on les contraint, eh bien, non seulement on ne leur rend pas service, mais on les abîme. Et je crois qu'au contraire, il faut maintenir les enfants dans ce climat poétique où ils vivent tout naturellement, qui n'a que trop tendance, hélas, à se faner, à s'étioler et à disparaître, et bien loin d'y contribuer, en les attirant vers un domaine vers lequel ils seront entraînés fatalement du fait de l'enseignement, du fait de leurs études, du fait du lycée, c'est inévitable, mais il sera jamais trop tard pour les y contraindre. Voilà, à mon sentiment. Alors qu'au contraire, d'ailleurs, il n'y a pas contradiction. On peut très bien accéder à un domaine, il y a aussi une poésie dans une certaine science contemporaine, c'est entendu. Mais on peut très bien accéder à cela tout en sauvegardant des facultés de fraîcheur, d'amour de la nature, d'amour des choses naturelles que recouvre trop cette activité scientifique. Il ne faut pas tout de même que, on nous fasse perdre de vue certaines réalités avec lesquelles non seulement nous avons à compter, mais qui providentiellement nous sont offertes et nous facilitent et nous permettent de vivre. Cette hirondelle qui fuit le printemps est formée de contes qui correspondent un peu à ce qu'est la nouvelle pour les adultes. Je crois très important d'offrir aux enfants cette forme, étant donné que bien souvent maintenant on leur fait lire des romans qui demandent à être lus d'un seul coup, de bout en bout. Oui, c'est-à-dire que là, ça nous entraîne dans la fameuse question, d'opportunisme littéraire. La nouvelle ne se vend pas. On a entendu répéter cela, ce qui est faux d'ailleurs. Moi, je crois que quand on est apte à écrire des nouvelles, il faut écrire des nouvelles. Si on est apte à écrire des récits beaucoup plus distendus dans la durée, par exemple, des romans, et même des romans surabondants, nous avons donné le prix du roman à un pavé, un roman qui existe, qui a, je sais pas, des centaines et des centaines de pages. Belle du Seigneur. Eh bien, Cohen est fait pour écrire des romans. Mais Maupassant était fait pour écrire des nouvelles. Et quand vous lisez aujourd'hui encore La Dame de Pique de Pouchkine, vous avez un chef-d'œuvre. Et Adolphe, c'est une nouvelle, c'est pas un roman. On est fait pour écrire ceci et pas cela. Eh bien, il faut sentir soi-même ses possibilités et honnêtement répondre à cette sollicitation intérieure. Mais les décrets d'éditeurs, par exemple, ou les autres, ça n'a aucune espèce d'importance dans ce domaine-là, n'est-ce pas? Les gens sont attirés par, vous savez, le mirage des 100 000 exemplaires. Alors, mon Dieu, la nouvelle se vend pas, on essaie un roman, on se contraint et on le rate. Alors que si on avait écrit quelques nouvelles, eh bien, on les aurait réussi et c'est dommage. Quant à l'hirondelle, en effet, ce sont des contes, des récits, des nouvelles, si vous voulez, des nouvelles pour enfants. Mais il y a encore une autre possibilité, c'est de varier les tons, vous comprenez, de multiplier les raisons d'attrait. Pour des enfants, ils n'y sont pas insensibles du tout, croyez-moi. Et l'une de ces nouvelles, celle du petit garçon trop beau, donne lieu à d'autres nouvelles qui viennent se greffer sur celle-ci, mais qui pourraient être indépendantes. Oui, bien sûr, c'est une occasion, un prétexte, ça vient comme ça, vous comprenez. J'ai essayé, je vous ai parlé tout à l'heure d'une fillette, c'était mon petit cobaye, si vous voulez, mais je voyais très bien ses réactions. Après, il y en a eu d'autres, bien sûr, mais elle a été mon cobaye originel, si vous voulez.
Eh bien, je sais celles qui l'ont le plus enthousiasmé. Je vais jusque-là. Elle trépignait, et c'est magnifique, justement, ces réactions de l'enfance. Quand je lui racontais l'histoire de Bébé Beurre, le petit ours qui téléphone, eh bien, cela, ça les réjouissait. Et vous voyez, on rejoint là le scientisme. Il téléphone, ce petit ours, mais c'est quand même un petit ours des montagnes rocheuses, n'est-ce pas? Oui. En vérifiant les dates d'édition de vos livres pour adultes et pour enfants, je remarque qu'il y a des rééditions constantes. Eh bien, je crois que ça tient au caractère intemporel de mes livres. Ils ne doivent rien ni à l'actualité, ni, disons, enfin, au scandale ou à un certain goût du scandale qui existe dans le public et qui est quelquefois exploité, et qui, dans ce cas-là, ou alors d'une actualité brûlante, politique en particulier, c'est ça qui fait les très gros tirages, n'est-ce pas, les coups de projecteur violents, insistants, et qui correspondent, ou plutôt qui provoquent un appel du public. Mais d'autre part, et je crois que j'appartiens à cette... tant pis si j'ai l'air de... Enfin, vous comprenez, de faire un petit peu d'exhibitionnisme, mais la radio c'est dangereux, on vous y sollicite, on vous y pousse, on vous y contraint même. Eh bien, je crois que je suis de ces écrivains justement absolument intemporels, qui ne doivent rien, je répète, ni à l'actualité brûlante, mais qui... Enfin, l'intérêt de leurs livres... Il y a 10 ans, c'était comme ça. C'était pas excitant, c'était pas tout brûlant, quand je le répète. Mais aujourd'hui, c'est aussi tiède, aussi chaud. Et dans 10 ans, j'espère, ce sera la même chose. Alors, cette continuité dans les réimpressions, ça tient à ce que, en effet, la vertu d'enfance persiste chez certains adultes. Disons, si vous voulez, le besoin d'une certaine poésie naturelle qui fait que la dernière harde dont vous parliez tout à l'heure, eh bien, une harde de cerf, ça n'a pas d'âge. Et aujourd'hui, les gens que ça intéresse sont les mêmes, ou les fils de ceux que ça intéressait il y a une génération, et je pense qu'ils auront des enfants que ça intéressera encore. Et je vais même plus loin. Je crois que ça intéressera non pas nos contemporains, mais nos descendants, de plus en plus, et c'est rejoindre un peu votre question antérieure, à mesure que l'oppression d'un certain scientisme, d'un certain machinisme, d'un certain mécanisme, des ordinateurs, des robots, se fera de plus en plus tyrannique, eh bien, de plus en plus, il y aura chez nos contemporains, chez nos suivants, un besoin, mais un véritable besoin physiologique de retourner à ces réalités intemporelles qui valent tout de même qu'on s'intéresse à elles, parce que je crois que c'est un domaine poétique et qui n'a pas fini de nous prodiguer ses richesses. Alors je pense que, je parlais de descendants tout à l'heure, eh bien quand je rejoins les mânes de mes ancêtres, il y aura encore probablement quelques Maurice Genevoix pour prendre la suite. En tout cas, c'est ce que je me souhaite, et c'est ce que je souhaite aussi, alors vraiment très témérairement, et très, aux hommes qui nous suivront. Je rappelais Rabelais, mais les jeunes pourraient également lire la dernière harde dont nous parlions tout à l'heure, et La forêt perdue. Oui, La forêt perdue, c'est une légende. C'est une légende, alors je crois, pleine de symboles, et qui vraiment touche à des questions qui sont vraiment, enfin, le nœud du problème. La vie, la mort, l'amour, mais sous forme de symboles, et prise dans un récit légendaire. Et alors ce côté légendaire peut déjà atteindre et rejoindre les enfants. Maintenant, vous savez, là encore on se méprend. Je crois que pour avoir un sentiment de la mort en particulier, le plus aigu, le plus ressemblant selon moi, eh bien, il faut être un enfant. Un enfant de 8 ans ou 9 ans, qui pour la première fois conçoit alors physiquement qu'il est mortel, eh bien, je crois qu'il a une idée de la mort beaucoup plus poignante, beaucoup plus vraie, beaucoup plus exacte et beaucoup plus importante que celle de l'adulte qui, tout le long de sa vie, sera distrait, Dieu merci d'ailleurs, de cette idée de la mort. Alors, même le symbole, je vais jusque-là, l'enfant y est accessible. Nous venons de parler de livres réédités, mais aujourd'hui sort votre dernière œuvre, Tendre bestiaire. C'est vrai, oui. Eh bien, là encore, qu'est-ce que vous voulez? On rejoint, enfin, non pas les coordonnées, mais ces espèces de forces secrètes et irrésistibles qui déterminent un artiste, qu'il soit peintre ou écrivain. Ce bestiaire, à l'origine, c'était un plaisir que je voulais me donner
parce que j'ai toujours été attiré, enfin, vous savez, vous vous rappelez Shakespeare, il y a plus de choses sur la terre et sous le ciel que n'en explique votre philosophie. Eh bien, le monde qui nous est donné, il est peuplé d'hommes, mais il est peuplé aussi de beaucoup d'autres créatures, le monde des arbres, le monde des animaux. J'ai toujours été attiré par ces mondes-là. Et je me disais, quand j'aurai le temps, quand je serai vieux, eh bien, je me donnerai à moi-même le plaisir d'écrire un bestiaire, de rejoindre mes amis. Et puis, il est arrivé ceci, c'est que, encore, si vous voulez, vertu d'enfance, loi de Ribot, retour à l'enfance, que ce bestiaire est devenu des mémoires, à l'occasion ou sous prétexte de rencontrer un hérisson, ou un chevreuil, ou un sanglier, ou un ver luisant. Eh bien, je me laisse aller à me souvenir, à rêvasser, à moraliser, à être moi, si vous voulez. Je crois que ce sera celui de mes livres qui me ressemblera le plus. Et alors vraiment sans précaution, sans déguisement, je me laisse aller, je m'abandonne parce que, enfin si vous voulez, c'est ma dernière bouteille à la mer, c'est mon dernier message, comme on disait au temps de Duhamel, par exemple. Et alors, ce bestiaire, je crois, est plein d'enfance. Mais alors de mon enfance. Et je ne l'ai pas fait exprès, voyez-vous. Alors ces souvenirs, cette façon de me rappeler, ça me ramène de plus en plus, et je crois de plus en plus véridiquement, à l'enfant que j'ai été. Et ça a été pour moi à la fois émouvant et une espèce, là encore, je vais, comme on dit à l'académie, ramener un peu ma fraise. Eh bien, je crois que j'ai été vraiment là, le plus ressemblant à moi-même. J'ai pris une conscience plus intime de ce que je pouvais dire, de ce qu'un chanteur appelle sa tessiture, ou son registre. Et c'est vraiment dans mon registre le plus secret, le plus intime et le plus ressemblant.